bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être venus à cet horaire. On a une belle concurrence sur les conférences aujourd'hui. Antoine Médine et Mathilde Panon sont en train d'échanger. Donc merci à vous d'être présents pour une conférence qu'on a intitulée de manière assez vaste « Le droit des enfants, état des lieux et perspectives ». Pour ne rien vous cacher, nous avons traité particulièrement d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les trois. Ça va être plus axé évidemment sur la protection de l'enfance. Alors je vais commencer par peut-être me présenter. Moi je suis Marianne Maximi, je suis députée du Puy-de-Dôme, de la France Insoumise. Je suis membre de la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale parce que il y a encore quelques mois, avant d'être élue, j'étais éducatrice spécialisée en protection de l'enfance, en centre de l'enfance et de la famille. Et donc voilà, c'était mon métier, donc j'essaie de faire du lien en faisant de la politique. À ma droite, je vous présente peut-être pas, mais en tout cas Lies Loufoque, militant évidemment acharné, engagé pour le droit des enfants, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, que je remercie. Et à ma gauche, Hugo Lomenier, qui est journaliste indépendant, mais qui a publié un papier à Mediapart, dans Mediapart, sur un sujet qui nous préoccupe au niveau de la protection de l'enfance, et on va y revenir sur la non-exécution des mesures. Donc nous sommes trois intervenants pour 1h30 avec pouvoir aussi échanger avec vous, toutes et tous, répondre à vos questions et pouvoir avoir un moment d'interaction sur ce sujet-là. Alors pourquoi la protection de l'enfance? Alors évidemment parce qu'on est chacun à un niveau concerné, soit dans notre travail, notre expérience, nos engagements, mais parce que nous sommes dans un moment qui date déjà depuis de longues années, mais qui ne s'arrange pas, l'effondrement. Alors moi j'essaye de nommer ça comme ça, mais une politique publique qui s'effondre littéralement, à l'image de ce qu'on peut connaître à l'hôpital public, par exemple, ou au niveau des EHPAD. Un effondrement d'une politique publique, ça prend plusieurs formes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dysfonctionnant, à la fois évidemment pour les enfants, que nous sommes censés protéger, mais aussi pour les personnels, mais aussi pour les familles. Et donc, l'effondrement d'une politique publique, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est les conséquences de choix politiques ou de non-choix politiques qui n'ont pas été faits pendant des décennies, de variables d'ajustement budgétaire par exemple, qui fait que nous en sommes dans cette situation aujourd'hui. Pourtant, ça s'effondre depuis longtemps et il y a eu des alertes, de nombreuses alertes, malheureusement, qui ne sont jamais prises en compte sérieusement, des alertes, notamment des professionnels en première ligne qui voient leurs conditions de travail se dégrader et leur métier s'exercer de manière complètement dysfonctionnante, mais aussi des alertes d'institutions nationales comme la Défenseure des droits, qui par exemple, évidemment, celle qui est en poste aujourd'hui, Clarédon, mais d'autres avant, qui s'est même autosaisie sur 2 départements qui sont en grande difficulté, donc des alertes institutionnelles qui sont très très sérieuses, et puis des alertes aussi internationales. Régulièrement, la France est rappelée à l'ordre par des organisations comme l'ONU sur la question du droit des enfants dans notre pays, sur plusieurs angles. Évidemment, un angle on va peut-être moins traiter aujourd'hui, et je vous invite d'ailleurs à en échanger avec nous, mais c'est aussi la question des mineurs isolés, où la France est largement reprise et condamnée par des organisations internationales. Alors concrètement, quand on parle d'effondrement, c'est des conséquences évidemment, comme je disais, pour les publics que nous sommes censés accompagner, accueillir au quotidien, et donc les enfants, quel que soit leur âge. Donc, je rappelle quand même qu'un enfant en France, c'est jusqu'à 18 ans. L'adolescence, c'est l'enfance. Parce que souvent, on distingue les politiques vis-à-vis des adolescents comme s'ils n'étaient pas protégeables de la même manière. Si on est enfant jusqu'à 18 ans. Et donc, c'est des conséquences pour leurs conditions de vie, leurs conditions d'études, leur santé, leur vie quotidienne et surtout leur avenir. Et donc, aujourd'hui, moi, je peux témoigner d'ailleurs, il y a encore quelques mois, là où j'étais, c'était des conditions d'accueil qui étaient complètement dégradées, notamment dans la toute petite enfance où je travaillais. Ça veut dire des pouponnières qui sont en sureffectif, des pouponnières où on a un turnover énorme de professionnels, et donc du coup on voit réapparaître des troubles qui n'existaient plus dans notre pays, qu'on avait réussi à prendre en charge avec des conditions d'accueil qui étaient meilleures il y a quelques années, comme l'hospitalisme par exemple, qu'on voit réapparaître aujourd'hui dans des lieux de placement, ce qui est une alerte extrêmement grave, qui entraîne des troubles du développement forcément très importantes. Et donc c'est ça le concret aujourd'hui dans des lieux d'accueil de beaucoup de départements. Mais c'est aussi, et ça Hugo en parlera beaucoup plus, c'est des placements qui ne sont pas exécutés, des mesures qui ne sont pas exécutées. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des magistrats, des juges pour enfants qui ordonnent
mesures soit d'accompagnement ou de placement, de séparation. Et ces mesures-là prennent plusieurs mois avant d'être exécutées. Ça dépend des départements, on peut le voir. Ça peut aller jusqu'à 18 mois sur des mesures d'AMO dans de nombreux départements. Et donc, c'est des enfants qui restent en danger dans leur famille. Et malheureusement, ces enfants-là, régulièrement, nous avons des enfants qui décèdent au domicile de leurs parents, alors qu'ils devraient être protégés par les départements et par l'État. Donc concrètement, c'est vraiment une dégradation pour tous ces enfants. C'est aussi concrètement, quand une politique publique comme celle-ci s'effondre, c'est des dégradations, c'est des conséquences sur le long terme. C'est des conséquences, et on en parle beaucoup au niveau de l'insertion, sur les personnes qui sont aujourd'hui à la rue dans notre pays, qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance, qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucune solution et qui doivent se débrouiller seules. Ça, ce sera peut-être Lies qui nous en parlera aussi sur les jeunes majeurs. Mais nous avons des conséquences sur le long terme parce qu'une fois que la prise en charge s'arrête, il ne reste plus rien pour ces jeunes-là. Et ça, c'est des conséquences ensuite pour des décennies, c'est-à-dire l'errance, aussi la délinquance. Voilà, c'est évidemment des choses qu'on mesure quand on en parle, mais qui ne sont pas prises en compte dans les parcours de ces enfants. Et puis, je parlais des professionnels parce que c'est important aussi de relayer les alertes des collègues, des professionnels. C'est aujourd'hui une profession qui s'effondre aussi littéralement sur elle-même. Comme on le connaît dans l'hôpital public, c'est la fuite des personnes diplômées qui se sont engagées dans ce métier par vocation, souvent parce que c'est un métier qui faisait sens pour nous. On avait envie d'être utile, de faire correctement notre travail, et en fait, on se retrouve dans une perte de sens qui est très profonde. Et c'est moi, quand j'entends souvent des infirmières témoigner des conditions de travail et de se sentir maltraitantes, moi je fais souvent le parallèle quand on travaille en protection de l'enfance ou dans le médico-social en général, on le voit aussi dans l'éducation nationale où on a des professeurs qui démissionnent, et c'est exactement pareil dans la protection de l'enfance, avec de moins en moins de personnes diplômées sur les lieux de travail, avec un turnover et des personnes qui n'ont pas de diplôme, alors qui arrivent avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, mais c'est un métier qui s'apprend et qui ne s'invente pas, et qui crée évidemment des difficultés pour des enfants qui ont besoin de stabilité, de repères, d'être réassurés au quotidien avec une nouvelle tête tous les jours, des nouvelles pratiques et un dysfonctionnement qui continue, qui n'en arrête pas. Et tout ça est lié aussi avec un énorme problème qu'on n'aura peut-être pas le temps de traiter aujourd'hui, mais qui fait partie aussi des choses moi, que j'ai envie de traiter d'un point de vue politique, de la formation et du recrutement dans les formations, parce que les écoles de formation vont très mal depuis quelques années, mais aujourd'hui ça va de plus en plus mal parce que les formations se font aussi sur un regroupement avec Parcoursup. Donc les algorithmes dont on entend beaucoup parler pour les universités, c'est des choses qui existent dans les écoles de formation du travail social. Et donc ce sont des algorithmes qui choisissent aujourd'hui qui seront les futurs étudiants en IRTS. Et donc on se rend compte qu'il y en a, ce n'était pas forcément leur premier choix et qui se retrouvent dans une formation qui ne leur correspond pas et qui souvent, confrontés au terrain, abandonnent. Donc on a vraiment un problème de diplôme, de pouvoir recruter des professionnels compétents. Tout ça est lié aussi avec un manque de reconnaissance que vous connaissez bien, mais qui est souvent lié au métier féminin, parce que aussi le travail social est un métier majoritairement féminin, donc souvent pas suffisamment rémunéré et mal reconnu, et donc du coup il y a un enjeu aussi de bataille, des professionnels pour aussi revendiquer meilleur salaire évidemment, mais des conditions de travail. Ça a été le cas au moment du Ségur où il y a eu des luttes importantes dans les établissements, mais qui n'ont pas évidemment été suffisantes parce que le Ségur c'est une prime qui ne compense pas évidemment l'inflation comme dans tous les métiers. Tout ça pour dire que nous avons un cocktail qui fait qu'aujourd'hui ce secteur de la protection de l'enfance va particulièrement très très mal. Et pourtant, c'est un enjeu qui est éminemment politique. Et là, je vais laisser la parole à mes deux invités, mais je vais finir là-dessus, c'est que souvent, on prend la question de la protection de l'enfance, notamment dans le traitement médiatique, comme un moment où il y a un fait divers, et d'un coup, ça fait irruption dans le débat médiatique parce qu'il s'est passé un drame, parce qu'un jeune est décédé, parce qu'un enfant n'a pas été pris en charge, parce qu'on découvre un dysfonctionnement très grave dans un foyer suite à un reportage sur M6. Donc là, d'un coup, ça apparaît dans le champ politique. Mais ça disparaît aussi vite. Et malheureusement, c'est, comme toute politique publique, des choix politiques. C'est de mettre des moyens, de mettre des budgets, de faire des réformes structurelles du fonctionnement de la protection de l'enfance, ce dont il s'agit aujourd'hui. Et on a un problème aujourd'hui avec les macronistes, c'est qu'à la fois nous avons Emmanuel Macron qui nous
l'enfance, sa grande cause du quinquennat, mais comme la lutte contre les violences faites aux femmes d'ailleurs. Hein. Et malheureusement, nous connaissons trop bien aujourd'hui comment Emmanuel Macron fait de la politique, à savoir des effets d'annonce et des effets de communication, et dans la pratique, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout, et tout cela se dégrade dans le plus grand des silences de la Macronie. Et quand on essaye, par exemple, nous, à notre échelle, à l'Assemblée nationale, de poser, en tout cas sur la table, ce sujet-là et de dire qu'il faut s'en emparer, il faut de manière transpartisane essayer d'avancer, d'écouter la parole des professionnels, des enfants placés, des anciens et des familles, et de toutes celles et ceux qui ont à cœur de faire en sorte que ce secteur fonctionne, et ben on nous dit, mais attendez, soyez patients, on a fait plein de choses, allez voir les effets. Sauf que c'est évidemment faux. On est très patient, mais en fait, ce n'est plus possible d'attendre. On le voit bien, la dégradation continue avec des conséquences qui sont insupportables. Et du coup, cette conférence, moi, je la trouvais importante aussi pour que nous, militants politiques, on se saisisse de cette question, on en fasse aussi, nous, un objet politique. L'enfance est éminemment politique dans notre pays. Et ça doit être un vrai débat politique. De la même manière où la lutte contre les violences faites aux femmes, les organisations féministes, les associations féministes se sont organisées pour la faire éruption dans le débat, et pas que sur une question morale, pas que sur une question affective de ces choses-là, mais sur une question politique, savoir quand les femmes ont commencé à faire des recensements de féminicides, de plus traiter la question, par exemple, comme un crime passionnel. Vous savez, tous ces termes-là qui étaient inacceptables, il va falloir réussir à faire la même chose sur la question de l'enfance, d'en faire un sujet politique en tant que tel, avec des moyens humains, des moyens financiers et avec des réformes structurelles de la protection de l'enfance. C'est celle que nous portons aujourd'hui, nous, dans notre programme avec l'Avenir en commun, c'est de se dire que nous sommes dans un pays très décentralisé, avec les départements, avec les communes, et la protection de l'enfance est une politique décentralisée. Sauf que ça fait 30 ans qu'on ne se pose pas la question de son efficacité dans l'accompagnement des enfants. Et quand on regarde un petit peu département par département, on se rend compte des différences qui existent, des difficultés que ça crée et du manque de responsabilité que ça peut renvoyer chacun et chacune. Et un enfant qui est confié dans tel département n'aura pas du tout la même chance d'avoir un accompagnement ou une structure ou des éducateurs dans un autre département. Et dans un pays comme le nôtre, c'est inacceptable qu'en fonction de notre lieu de naissance, nous n'ayons pas les mêmes chances de pouvoir être accompagnés correctement. Et donc effectivement, un des combats fondamentaux qu'il va falloir mener, c'est de recentraliser cette politique publique et de la remettre au niveau de l'État en termes de compétences, en termes de moyens et en termes de contrôle et d'évaluation, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir un regard de la transparence sur ce qui se fait dans la protection de l'enfance. Et c'est un peu ce combat-là que moi je vais essayer de porter à l'Assemblée nationale dans mon rôle, mais que aussi dans les associations, dans les engagements de chacun et chacune, il va falloir aussi porter. Donc maintenant, je vais laisser la parole, je ne sais même pas qui allait commencer entre vous deux. J'ai dit, je vais poser des questions. À qui je la pose en premier? C'est ça la question. Écoute, Hugo, je vais me tourner vers toi. Toi, tu as particulièrement travaillé en tant que journaliste donc, sur la protection de l'enfance depuis quelques mois et sur la question de la non-exécution des placements. J'en parlais en introduction. Aujourd'hui, nous avons des magistrats dont le travail est évidemment de décerner si un enfant doit être protégé, accompagné, par quelles mesures et qui va ordonner un accompagnement. Et tu as essayé de recenser les placements non exécutés, les mesures non exécutées, et tu t'es confronté à un manque de données en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait pour cet article? Oui, alors donc j'ai tenté d'avoir ces chiffres. Je me suis tourné vers le GIP, Enfance Protégée. Donc en fait, c'est le groupement d'intérêt public qui est supposé coordonner toutes les politiques publiques au niveau national pour justement avoir des chiffres précis, des chiffres département par département. Et là, en fait, on m'a dit, vous n'avez pas ces chiffres. Et je suis un peu tombé de ma chaise parce que je me demande comment on peut piloter une politique publique, comment on peut piloter un cargo sans avoir de radar, sans savoir où sont les difficultés, sans connaître les moyens alloués département par département, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 100 départements, donc 101 situations différentes. Et donc je me suis tourné vers des syndicats de magistrats qui m'ont fait remonter une vingtaine de situations. Et ça va d'une situation où il n'y a pas du tout de problème, les placements sont exécutés en temps voulu, les actions éducatives en milieu ouvert, donc les accompagnements par les éducateurs peuvent se faire presque sans délai, donc des situations plutôt favorables. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire cette citation d'un magistrat qui disait comme quoi, quand le département
veut qu'il peut. Donc c'est possible de mettre les moyens. Et puis vous avez des situations où c'est un désert total. Donc il y a des situations qui sont bien connues et qui sont presque devenues une caricature aujourd'hui, même si c'est extrêmement grave et extrêmement triste. C'est la situation de la Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas que la Seine-Saint-Denis. Donc tu parlais du défenseur des droits qui s'est saisi de 2 situations dans le Nord et dans la Somme. C'est des départements qui sont sinistrés, et là ça illustre une première cause de cet effondrement, parce que pour ma part le mot est juste, c'est-à-dire c'est une politique publique, tout un pan de l'État qui s'effondre sur lui-même. C'est des départements qui ont tout simplement asséché les financements de la protection de l'enfance, qui ont considéré que la protection de l'enfance, c'était pas rentable politiquement. C'est-à-dire que vous mettez 100 000 euros dans une route, dans un équipement, etc. Ça se voit. Ça peut s'apprécier pour les justiciables, pardon, les administrés le savent. La protection de l'enfance, on pense que c'est des familles de cassos, etc. On ne s'en préoccupe pas trop. Et du coup, ça n'était pas rentable, et de fait, ils ont fermé les lits. Donc, j'ai plus les chiffres exacts en tête, peut-être les AEO, mais je crois que dans le département du Nord, il y avait 600 lits qui avaient été supprimés en l'espace de quelques années. C'est-à-dire que les mesures en attente d'exécution, il faut bien comprendre, c'est un juge qui a estimé qu'il y avait une situation de danger qui était telle qu'il fallait séparer l'enfant de sa famille. Et donc là, c'est des risques pour l'intégrité physique de l'enfant, donc des risques d'infanticide, tout simplement. Il y a une cinquantaine de mémoires d'infanticide chaque année. Vous avez des risques d'infanticide, mais aussi des risques d'inceste, des risques des violences sexuelles dont on parle relativement peu dans l'espace public, aujourd'hui beaucoup plus, mais c'est bien des situations de danger extrême. Et pour autant, ils avaient supprimé des lits. Donc vous avez des centaines d'enfants qui sont en attente de placement, et ce n'est pas le seul département. Vous avez la situation, par exemple, de l'Isère, où nous sommes aujourd'hui. C'est là aussi assez catastrophique. J'en ai parlé avec des magistrats dans ce département qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient même pas eux-mêmes à avoir les chiffres du département. Les ont-ils? Certains départements ne suivent pas. Certains départements ont mis en place des services pour gérer la pénurie, pour gérer la liste d'attente. Et dans d'autres départements, ils ne savent même pas exactement qui est sur liste d'attente et qui n'est pas. Vraiment, vous avez une situation par département, et c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Et dans des départements qui ont été touchés par des drames, comme le département de la Sarthe en 2021 avec la mort d'un enfant qui a été tué par son père, ou en Loire-Atlantique où cet enfant était passé également, où la pouponnière, le dispositif pour les 0-2 ans était là aussi saturé. Ils ont commencé à mettre les moyens, mais en réalité, là ils tombent sur un nouvel os, c'est la pénurie de personnel. Et donc, les services de protection de l'enfance sont tous embolisés, enfin pas tous, mais dans ces départements embolisés, et rentrent dans une gestion perpétuelle de la pénurie. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de leur travail qui est déjà extrêmement compliqué, ils doivent gérer la propre pénurie. Donc on est dans une situation qui est vraiment critique, et on peine à voir les moyens de sortie. D'ailleurs, pour l'illustrer, lorsque Charlotte Cobel a été interrogée à l'Assemblée nationale sur ces mesures en attente, elle dit écoutez, moi je ne sais pas quoi vous dire, parce que en fait la protection de l'enfance n'a pas été associée à cette grande réforme du service informatique de la justice, et donc on n'a pas les logiciels pour savoir. Qu'attendez-vous? C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment pas de pilote dans l'avion, et on peine à comprendre où cela va, et d'autant plus que moi je suis extrêmement inquiet, parce que je traite, je suis en train de me mettre sur la protection de l'enfance, mais avant j'ai travaillé pendant 2 ans sur les violences sexuelles, et donc là il y a tout un discours sur l'inceste, il faut absolument signaler, il faut absolument protéger ses enfants, etc. Là, donc le gouvernement va lancer une grande campagne pour dire voilà, l'inceste,
ça existe dans toutes les familles, signaler, 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 mais où vont aller ces signalements en fait? Quels professionnels vont avoir à les gérer? Et ça, c'est terrible d'en venir là, parce que c'est pas un discours que j'ai envie de porter. Clairement, j'ai pas envie de dire ne signalez pas cet inceste parce que ça ne va pas être géré. Évidemment, signalez-le. Mais collectivement et surtout politiquement, il faut se poser la question où est-ce que ça va aller? Et franchement, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et le problème, c'est que le fait qu'on n'ait pas de réponse crée un désespoir, mais pas tant chez les professionnels. Et donc, les départs entraînent de nouvelles défections et qui embolisent d'autant plus le système, etc. Et donc là, on est vraiment coincé dans un cercle vicieux et il faut un changement politique d'ampleur pour remédier à cela. Parce que sinon, vraiment, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Merci Hugo. Effectivement, et quand on parle de changement d'ampleur, c'est du travail depuis des années. Et quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette conférence, Emmanuel Macron, le président, venait de faire une déclaration suite aux révoltes urbaines. Et je t'avais eu à ce moment-là, était très très en colère de ce que tu venais d'écouter, parce que, je ne sais pas si vous l'avez écouté, cette déclaration, ça a permis au gouvernement de parler beaucoup de parentalité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de défaillances parentales, de dire que les parents étaient dans les quartiers populaires, étaient de mauvais parents, et que puis d'un coup on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des enfants qui étaient confiés à l'ASE, et majoritairement qui ont été déférés. Et toi tu avais conclu en disant mais en fait le plus mauvais parent aujourd'hui c'est l'État. Et c'est effectivement vrai, pour rappel, en Seine-Saint-Denis, un délai avant de croiser un éducateur quand on appelle à l'aide quand on est parent, c'est 18 mois à peu près, c'est vraiment, on croise, en AED, il n'y a pas de place, il n'y a plus personne qui travaille. Donc la phrase de l'État est le plus mauvais parent, moi j'ai trouvé assez juste, et donc c'est là-dessus qu'on essaye de faire réagir aussi. Et qu'est-ce que toi, quand tu dis cette phrase, tu y mets aussi, tu parles beaucoup des jeunes majeurs, de la maltraitance institutionnelle, c'est ça être le mauvais parent pour toi dans l'État? Merci déjà pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que le programme de la France Insoumise est le meilleur programme qui a été publié ces 20 dernières années en matière de protection de l'enfance. Il faut le souligner parce que les autres partis politiques n'ont pas forcément joué le jeu, notamment ceux qui sont membres de la NUPES. Et quand je dis ça, je fais aussi référence aux journées qui se tiennent probablement aujourd'hui, demain et puis les jours précédents dans les autres partis où seuls les écologistes ont organisé une table ronde sur ce sujet. Les grands absents, c'est le Parti Socialiste et les communistes. Alors si on a dans la salle, je suis désolé, mais il fallait que je le dise parce que l'enfance est politique, mes camarades l'ont dit, mais je vais le rappeler encore une fois, l'enfance est profondément politique. Quand on a 370 000 enfants qui sont confiés, placés au service d'aide sociale à l'enfance dans ce pays, c'est pas rien. Quand on a un budget annuel pour l'aide sociale à l'enfance qui s'élève à plus de 9 milliards d'euros, ce qui représente bien plus que beaucoup de politiques publiques dont on débat énormément à la télévision, c'est pas rien non plus. Quand parmi ces 370 000 enfants placés, 25% d'entre eux sont porteurs de handicap, il va peut-être falloir aussi s'y intéresser à un moment donné. Quand on sait que dans notre pays, une personne sans domicile fixe sur 4, quel que soit leur âge, une personne sans domicile fixe sur 4 née en France d'ailleurs, parce que c'est aussi important de le préciser, quel que soit leur âge, sont des anciens enfants placés et que parmi eux, 40% des jeunes sans-abri de moins de 25 ans sortent tout droit des services de l'aide sociale à l'enfance. Eh bien oui, l'enfance est politique. Donc les autres partis qui composent la NUPES et qui sont aussi de gauche doivent absolument, c'est inévitable au regard de la situation, mes camarades l'ont décrite, se pencher très sérieusement sur ces questions et les traiter, parce que c'est une réponse politique qu'il va falloir apporter. Je suis doublement ému d'être ici, que Marianne a dit tout à l'heure que j'étais un militant infatigable, c'est pas vrai, c'est même extrêmement faux, puisqu'il y a un an, j'ai décidé de cesser mes activités militantes et je les reprends aujourd'hui avec vous. C'est la première fois que je l'écoute. Parce que le militantisme en protection de l'enfance est quelque chose de profondément épuisant, non pas parce qu'on manque d'alliés, je pense qu'on en a de plus en plus, et vous en faites la démonstration aujourd'hui, et le groupe parlementaire et les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale qui proposent la NUPES en font également la démonstration, mais surtout parce que militer en protection de l'enfance, c'est être
constamment en prise avec des réalités qui nous dépassent, qui sont catastrophiques et qui font que souvent on dort mal la nuit. Pour préparer cette intervention, j'ai épluché dans la presse ces 3 derniers mois ce qui avait été rendu public en matière de dysfonctionnement en protection de l'enfance, et j'ai pas été déçu, je dois vous dire. Je vais commencer par le nord de la France. Je ne sais pas s'il y a des nordistes ici, ça pourra peut-être vous intéresser. Dans le nord de la France, il y a 1000 enfants qui sont non ou mal placés, c'est-à-dire qui, faute de structure suffisante, ne reçoivent pas une protection de qualité. Dans les Bouches-du-Rhône, et là c'est une dépêche AFP que j'ai lue, qui nous indique que les dispositifs d'accueil sont saturés, que le pilotage stratégique est défaillant et que les moyens sont très insuffisants. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, a été saisie et a également alerté sur un département qui présente des facteurs de risque très élevés pour la vulnérabilité des enfants. Dans les Côtes-d'Armor, la protection de l'enfance est au bord de l'explosion. Tous les accueils sont en sureffectif et les enfants présentent un risque suicidaire avéré. Dans le Loiret, les enfants placés sont aussi de plus en plus nombreux, plus 500 enfants placés en 5 ans. Mais, bonne nouvelle, c'est rare, le conseil départemental a voté une hausse de la rémunération des familles d'accueil. C'est quelque chose de très important de considérer les familles d'accueil de ce pays, puisque nous sommes en train de les perdre. On sait que sur les 10-15 prochaines années, plus de la moitié d'entre elles vont partir à la retraite du fait d'une pyramide des âges qui nous est extrêmement défavorable. Et perdre ces familles d'accueil, c'est perdre des capacités d'accueil, mais c'est aussi perdre une qualité de protection dont les enfants ont besoin. Puisque la vie en foyer, la vie en collectivité est de fait quelque chose qui est maltraitant. Un enfant n'est pas fait pour vivre dans des établissements qui accueillent sur des tranches d'âge complètement disparates 40, 30 enfants. C'est pas possible, ça produit de la violence et on le sait puisque des affaires défrayent la chronique très régulièrement, notamment sur des agressions sexuelles entre mineurs qui ont lieu et qui d'ailleurs ne sont jamais judiciarisées et qui sont aussi le fruit d'une carence de notre réseau de pédopsychiatrie. Tout est lié malheureusement en protection de l'enfance, c'est un monde très, très merveilleux. Je continue dans ma petite liste parce que c'était que sur les 3 derniers mois, donc tant qu'à faire. Dans les Deux-Sèvres, la situation est aussi tendue puisque depuis plusieurs années, ce département est lui aussi confronté à un manque récurrent de familles d'accueil. Un éducateur qui est cité par la Nouvelle République nous dit que depuis la crise du Covid, c'est pire. Et ça, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que depuis la crise sanitaire, la situation de des aides sociales à l'enfance, parce que mes camarades l'ont rappelé, il y a 101 départements, 101 politiques publiques différentes, s'empire de jour en jour. Je me souviens qu'il y a 10 ans, j'évoquais déjà l'explosion du système de protection de l'enfance. Aujourd'hui, on parle d'un système à bout de souffle, mais moi je ne vois plus de système de protection de l'enfance efficace et opérant dans ce pays. Et c'est ça qui m'inquiète réellement. En Haute-Vienne, l'aide sociale à l'enfance est aussi submergée, puisque le phénomène, qui s'explique par l'augmentation de la misère sociale, a entraîné une hausse du nombre d'enfants placés de plus de 37%. 37% d'enfants placés en plus. Dans un seul département, qui n'est pas le département le plus gros de ce pays. Au Mans, suite à la mort d'un enfant de 3 ans, les travailleurs sociaux ont manifesté contre les mauvaises conditions de placement. Certains enfants attendent une protection depuis plus d'1 an. Il faut savoir que quand on est un enfant victime de violence et qu'on évolue dans un environnement familial maltraitant, 1 an d'attente, c'est se lever chaque matin en espérant se relever demain, le lendemain, vivant. Et c'est aussi, c'est quelque chose qu'on doit tous entendre ici, et c'est pour ça que je suis un peu ému et énervé, mais c'est que cette situation elle a un impact sur des vies réelles, sur des vies d'enfants, et j'ai pas la sensation que dans ce pays encore, on ait un mouvement d'ampleur pour porter ces propos, ces revendications, les revendications que je vais vous faire par après, et essayer d'améliorer la situation. Dans l'Aisne, le malaise persiste toujours aussi à la enfance, c'était pas un département qui était connu pour être très protecteur à l'égard des enfants placés. Les travailleurs sociaux ont dû manifester en plein été pour dénoncer un manque de moyens. En Ille-et-Vilaine, les dispositifs de mise à l'abri pour les mineurs non accompagnés sont saturés. Un éducateur qui est cité par Ouest France déclare qu'ils n'ont plus de place pour les mettre à l'abri. Dans le Tarn-et-Garonne, le nombre d'enfants placés a explosé à un rythme 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Si la situation est si critique, c'est aussi parce que la démographie médicale est très défavorable et que l'offre médico-sociale est insuffisante. D'ailleurs, on a pour une fois un département qui appelle l'État à l'aide. C'est rare, puisque quand on propose de recentraliser l'aide sociale à l'enfance, c'est justement pour permettre d'avoir prise sur cette politique publique, de pouvoir créer des garde-fous, notamment en matière de contrôle, mais aussi en termes de standards de qualité.
et rares sont les départements qui nous soutiennent dans cette démarche-là et qui reconnaissent leur impuissance publiquement. Donc on peut les féliciter. Et en Seine-Maritime, la situation des enfants placés est aussi malheureusement dramatique, sauf que, pas de place évidemment, sauf que là on a un département qui est volontaire et qui vient de mettre 10 millions d'euros sur la table. Je disais que c'était 9 milliards la protection de l'enfance. Tous les ans, c'est un budget qui est en constante augmentation. Donc ce n'est pas un budget qui baisse, c'est un budget qui augmente tous les ans, mais c'est un budget qui n'augmente pas proportionnellement au nombre d'enfants placés durant l'année. Donc je suis un peu navré parce que je continue dans le tableau noir qui a été dressé, mais malheureusement la situation n'est pas dramatique que du point de vue de l'absence de place. Elle l'est aussi quand on intègre, qu'on a la chance d'intégrer le système de protection de l'enfance et d'être extrait de son environnement violent. Il y a aujourd'hui énormément d'enfants dans les institutions, dans les foyers ou même parfois dans les familles d'accueil qui sont victimes de maltraitance institutionnelle extrêmement grave. Il y a eu des affaires qui ont été rendues publiques d'enfants qui ont été maltraités par des travailleurs sociaux. Je pense ici aux parrains où des éducateurs s'amusaient à organiser des combats d'enfants en pariant de l'argent sur qui allait régner, leur tonder les cheveux, leur dessiner des pénis sur des enfants, des choses obscènes sur le torse en les rasant. Et ça, c'est malheureusement des choses qui ont encore lieu aujourd'hui, qui continueront d'avoir lieu parce que l'État et les départements n'ont pas mis en place les garde-fous nécessaires, notamment en matière de contrôle. Je me souviens d'un rapport de la Cour des comptes en 2009 qui avait été rendu public et qui nous indiquait que ne serait-ce qu'en matière de finances publiques, les établissements en protection de l'enfance étaient contrôlés en moyenne une fois tous les 26 ans. Donc c'est assez lamentable, mais on pourrait également parler des familles d'accueil. Je disais que il fallait absolument préserver les familles d'accueil, mais il peut arriver parfois que parmi elles, certaines dysfonctionnent et aggravent la situation d'enfants déjà extrêmement traumatisés. Une famille d'accueil à qui on retire un agrément du fait de la décentralisation n'aura aucune difficulté aujourd'hui à aller redemander un agrément dans le département voisin tout en continuant d'habiter dans son département d'origine. Voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose à avoir en tête, puisque on a proposé des choses assez simples pour permettre d'améliorer cette situation, notamment de créer un droit aux parlementaires de visite inopinée, comme c'est le cas pour les lieux de privation de liberté. Moi, j'aurais trouvé ça extrêmement positif que des parlementaires s'impliquent davantage sur le terrain et aient la possibilité d'aller de manière inopinée dans les foyers de l'aide sociale en France, rencontrer les enfants, prendre la température, parler avec les travailleurs sociaux, observer dans quelles conditions aussi ils sont amenés à évoluer, puisque dans beaucoup d'établissements, du fait du sureffectif, on se retrouve avec des gamins qui dorment sur des lits de camp. Ça a été le cas dans le Bas-Rhin, mais c'est aussi le cas en Gironde, dans plein d'autres départements malheureusement. Quand c'est pas à l'hôtel, puisqu'on a aussi des enfants qui sont encore pris en charge dans des hôtels, faute de place dans des établissements. Alors quand je dis hôtel, c'est pas des hôtels 4 étoiles, c'est des hôtels miteux, où il n'y a pas de présence éducative en continu, où il y a éventuellement un éducateur de l'aide sociale en France qui va passer une fois par semaine lors d'une visite. Et c'est des situations qui ont des conséquences elles aussi extrêmement dramatiques, puisque des enfants meurent dans ces hôtels, que ce soit de suicide, d'overdose parce qu'il y a des addictions qui ne sont pas prises en charge, ou même parfois de meurtre. Ça a été le cas dans les Hauts-de-Seine avec l'assassinat de Jess. Il y a beaucoup malheureusement de choses à faire, mais une fois qu'on dit ça, lesquelles? Alors, je parlais tout à l'heure des personnes qui ont été qui sont sans domicile fixe dans notre pays et qui ont eu un parcours à en France. Nous, on a beaucoup milité pour rendre obligatoire le maintien de la protection après l'âge de 18 ans et au moins à minima jusqu'à 21 ans. On a eu une toute petite avancée dans le cadre d'une loi qui a été votée en 2022, minime. C'est qu'aujourd'hui, les départements ont l'obligation de proposer un accompagnement à tous les jeunes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance à l'âge de 18 ans. Mais malheureusement, le Parlement n'a pas voulu préciser la durée minimale, ce qui fait qu'on se retrouve avec des départements qui vont proposer une protection après 18 ans pour 2 semaines, 3 semaines, et qui auront rempli les prérogatives de la loi. Encore aujourd'hui, dans les associations d'entraide entre enfants placés, on en voit arriver tous les jours dans nos bureaux qui ont été mis à la rue, que ce soit l'hiver, que ce soit même pendant la trêve hivernale qui ne s'applique pas à nous, ou en plein été, en période de canicule. Je voudrais également, pardon, en fait il y a tellement de choses à dire, mais je veux faire le lien avec ta question, et puis je répondrai, il y aura des questions-réponses j'imagine, mais quand tu m'interrogeais sur est-ce que
l'État est un bon parent, oui, je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, puisque la politique de protection de l'enfance, c'est pas une politique publique ou sociale comme les autres, c'est une politique avant tout de suppléance parentale. Quand un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, le rôle de l'aide sociale à l'enfance, c'est de suppléer aux parents, dans tous les éléments et dans toutes les sphères que cela implique. Et donc quand aujourd'hui, malgré avoir investi parfois 50 000 € par an, et donc quand on est placé pendant 18 ans à plus d'1 million d'euros, que les départements se permettent de nous jeter à la rue, c'est une aberration humaine, évidemment, puisque c'est interdit ce serait interdit pour vous en tant que parents vis-à-vis de vos propres enfants, mais c'est aussi une aberration économique, puisque ce sont des enfants qu'on va retrouver au RSA, qu'on va retrouver malheureusement dans toutes les sphères de la société qui sont les moins reluisantes. On est surreprésenté dans la population carcérale, on est surreprésenté dans les hôpitaux psychiatriques, on est surreprésenté à la rue, mais les jeunes filles sont également surreprésentées dans la prostitution, faute de mieux. Et donc c'est bien, c'est pour ça que moi je parle de protection après 18 ans et pas d'accompagnement, parce qu'on ne peut pas jeter comme ça un gamin qui a été placé toute son enfance à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il soit outillé à 18 ans, livré à lui-même. C'est de notre responsabilité à tous, mais c'est particulièrement de la responsabilité de l'État de veiller à ce que dans son rôle de suppléance parentale, ces responsabilités soient pleinement exercées. Il y a des solutions, mais je ne sais pas si on fait ça pour les questions-réponses. Il y a des solutions. D'abord, la première, c'est de voter aux élections départementales. L'enfance est politique, je le redis, et particulièrement au moment des élections départementales, puisque quand vous voterez aux élections départementales, vous voterez pour l'exécutif qui va avoir en charge de la responsabilité de milliers d'enfants sur son territoire. Et donc, choisir la personne qui aura le programme le plus protecteur pour les enfants placés, c'est important pour nous, mais pour la société. Vous pouvez également, pour aider les enfants placés, soutenir les associations d'entraide qui existent. Alors elles portent le nom de Repères ou d'ADEPAP. C'est des associations qui ont été créées un peu dans l'urgence pour venir en aide à tous les jeunes qui sont sortis à 18 ans sans aucune solution, sans rien, et qui aujourd'hui financent des nuits d'hôtel, des paniers repas, et essayent aussi de faire vivre la solidarité entre pairs. Et c'est des associations qui malheureusement sont très peu visibles médiatiquement. Donc, j'ai essayé à un moment de les rendre visibles, mais c'était pas suffisant. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'en soutenir quelques-unes, ce serait évidemment formidable. Et puis la troisième action très concrète que vous pouvez faire, et qui aura des vertus extrêmement positives, c'est le parrainage. Alors le parrainage, c'est pas envoyer une carte postale une fois par an à un enfant placé dans un foyer, pas du tout. Au contraire, c'est de s'investir pleinement, c'est de donner plusieurs jours de son mois ou quelques heures dans sa semaine à un enfant qui est placé à l'aide sociale à l'enfance, l'aider à faire ses devoirs le mercredi après-midi après l'école, l'emmener au musée, lui faire profiter, en tout cas essayer de lui faire profiter d'un capital culturel dont on manque cruellement aussi quand on sort de l'aide sociale à l'enfance. Et puis le parrainage, c'est aussi être une vigie citoyenne. Parce qu'on luttera contre les maltraitances institutionnelles quand les citoyens et les citoyennes reviendront, enfin en tout cas seront présents dans les dispositifs de protection de l'enfance et viendront observer aussi ce qui s'y passe. Et par le biais du parrainage, ce serait une bonne chose, puisque ça vous permettrait d'être en prise directe avec la réalité de l'enfant qui en bénéficierait, et donc de pouvoir alerter si jamais quelque chose de négatif venait à se produire dans sa vie ou dans son parcours. Et puis enfin, soutenez-nous quand des projets de loi sont amenés à être débattus à l'Assemblée nationale. C'est vrai que souvent, c'est des projets de loi qui ont peu d'écho, dont on ne parle pas souvent, mais qui pour nous ont un impact considérable. Et donc, essayez de vous tenir informés, de relayer les articles que vous trouvez, de continuer de sensibiliser l'opinion publique à ces problèmes-là. Voilà, c'est pour nous très précieux. Je vais laisser un peu la parole à Hugo et avant de vous laisser la place aux questions. Toi, si tu veux rajouter quelque chose. Très rapide, pardon. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. Et Hugo, tout à l'heure, citait Charlotte Cobel. Elle est à l'enfance, donc c'est la ministre de l'enfance. Voilà. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État en charge de l'enfance. Mais je le dis volontairement parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très présente aussi dans les médias, puisqu'au sein de ce gouvernement, l'enfance n'a absolument pas porté.
La précision me semblait importante. Tu fais bien préciser, parce que nous, on la croise un petit peu en délégation des droits des enfants, et tu parlais justement, enfin, vous deux, je crois qu'on avait parlé de... et ce que tu voulais rajouter, je crois que c'est aussi sur comment on discerne un peu l'urgence d'une situation. Et moi, j'ai pu l'interroger à plusieurs reprises en délégation des droits de l'enfant, et moi, je dois dire que oui, c'est assez effarant de voir quelqu'un de... C'est pas qu'elle n'est pas mobilisée, mais c'est que tout lui glisse dessus, j'ai l'impression. Enfin, c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de communication. Elle a un Twitter avec un hashtag pour nos enfants. Alors, voilà, pour nos enfants, donc c'est merveilleux. Mais dans la pratique, je pense qu'on n'arrivera pas à obtenir grand-chose d'elle. Et moi, je voulais te laisser la parole, mais juste préciser une chose. Par exemple, quand on parlait de drames qui existent, dans la Sarthe a été touchée à deux reprises. Et très récemment, il y a un jeune enfant qui est décédé quelques jours après que le juge a ordonné son placement, mais il n'y avait pas de place, donc il est resté au domicile. Et moi, j'ai pu demander à la ministre, à la secrétaire d'État, enfin voilà, des comptes. Et j'étais assez effarée à ce moment-là où elle me répond c'est un accident. C'est un accident, effectivement, l'enfant est tombé par la fenêtre. Sauf que c'est pas un accident quand un juge avait ordonné un placement et que cet enfant devait être protégé. Et c'est pour vous dire, à des moments, quand on entend des choses comme ça, on se demande voilà, comment on va pouvoir faire bouger les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et toi, tu voulais réagir sur justement comment les professionnels, quels outils ils ont quand on a des signalements, des urgences, quand il y a une liste d'attente énorme avant de pouvoir trouver une place. Comment on fait le choix entre quel enfant et quel enfant peut faire ce choix. Et en fait, toute la pression retombe sur les professionnels. Parce que d'ailleurs, les collègues de la Sarthe se sont mis en grève et ont dénoncé ça aussi, la pression qu'ils ont de ne pas pouvoir faire correctement leur travail. Et moi, je parle aussi avec la perte de sens. C'est-à-dire quand on va au boulot et qu'on sait très bien qu'on ne va pas protéger les enfants pour lesquels on est censé être à leur disposition et les mettre en protection, ça fait que les collègues démissionnent et s'en vont. Et donc toi, tu voulais réagir aussi à ça, je crois. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de lutte contre les maltraitances, en fait, il faut bien comprendre que la détection des maltraitances, c'est quelque chose de très compliqué, de très, très, très compliqué. Et la Haute Autorité de Santé a fait un gros travail là-dessus pour créer des outils à la disposition des professionnels, sauf qu'il faut que cette formation descende jusqu'au terrain. Et pour l'instant, tu me diras, mais bon, ça a l'air d'être un peu compliqué. Et c'est la dernière fois qu'on a eu une étude sur la formation des professionnels en protection de l'enfance, c'était en 2015, donc ça ne date pas d'hier, je suis bien conscient, mais c'était un tableau extrêmement sombre qui était dressé par cette étude, qui disait que certains professionnels n'avaient même pas les savoirs fondamentaux. Je ne parle pas de savoir pousser en matière de protection de l'enfance, de pédopsychiatrie ou ce genre de choses. Non, les savoir-faire fondamentaux qui devraient leur être nécessaires pour comprendre la situation qu'ils sont en face d'elles. Enfin, d'eux, pardon. Et donc, là, c'est là où on touche le nœud du problème. C'est-à-dire que quand vous avez une pénurie personnelle, vous allez devoir étendre le champ de votre recrutement. Et donc, vous allez aller tourner vers des personnels qui ne sont peut-être pas faits pour ça, qui ne sont pas assez bien formés, qui vont être formés rapidement. On a des problèmes dans la police, dans l'enseignement, à l'hôpital, on a le même problème partout. Et donc, vous avez des personnels qui se retrouvent sur le terrain et qui ne savent pas à quoi ils sont confrontés. Alors même qu'on a une nécessité à savoir de trier les cas. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous imaginiez que vous faites la queue sur le parking d'un hôpital et vous allez voir un médecin qui va vous dire bah non, alors vous, ça c'est pas urgent, vous pouvez aller vers la médecine de ville, vous c'est urgent, c'est en urgence tout de suite, à urgence absolue, etc. Que cette personne ne sache pas ce qu'elle fait. Et bien ça, c'est dramatique et ça cause quand on dit que ça cause des drames, c'est-à-dire qu'il y a des drames visibles, à savoir les infanticides. Là, c'est une étude de l'IGAS qui date de 2018. Dit qu'un tiers des dossiers est connu de la protection de l'enfance. Un tiers. Donc c'est des infanticides qu'on aurait pu éventuellement éviter. Sauf que, dans le même temps, l'IGAS pointe la mauvaise appréhension de ces situations par les professionnels. Et ce n'est pas leur faire offense, il faut bien comprendre. Pour ma part, c'est une souffrance pour les professionnels. Parce que lorsque vous croisez un professionnel qui a d'une certaine manière, dans un coin de sa tête, une mort sur la conscience, c'est une souffrance, une vraie souffrance professionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les armes. Et ça,
il faut les valoriser aussi par la formation. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi de la formation, parce que ce sont nos détecteurs. Si les détecteurs ne fonctionnent pas, vous prenez le crash d'un avion, si on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, et bien il s'écrase. Et c'est exactement pareil en matière de protection de l'enfance. Ouais, et surtout, ce qui est assez hallucinant, c'est que contrairement aux crèches, contrairement aux centres de loisirs, aux colonies de vacances, etc., là où les enfants de tout le monde vont, eh bien, dans les établissements de la protection de l'enfance, il n'y a pas de normes d'encadrement. Ce qui fait que la loi n'oblige pas d'avoir en présence continue un professionnel détenteur d'un diplôme du travail social et n'oblige pas à avoir un quota d'enfants par professionnel. Donc on peut très bien se retrouver avec seulement deux personnes, je ne sais même pas si je peux dire travailleurs sociaux, parce que si c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme, non, mais 2 personnes en présence pour 40 gamins. C'est tout à fait possible encore aujourd'hui. Il faut aussi savoir, pardon, et ça c'est important, parce que surtout pour les syndicats, mais un travailleur social dans les années, il y a 15 ans, 20 ans, il gagnait 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est le SMIC plus 100 €. C'est ça. Et moi, je vois là où je travaillais il y a peu de temps. Aujourd'hui, comme on manque de professionnels diplômés, nous avons en soutien sur des services, par exemple foyer ado, des vigiles de la PAG en soutien dans les couloirs. Voilà. C'est pas du tout leur métier, hein, et bon, ils sont très sympathiques, mais c'est pas du tout. Enfin, voilà, ils ne sont pas formés pour ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point on touche le fond en termes d'accompagnement dans les services, et là c'est dans le public, mais c'est exactement pareil dans l'associatif et le privé. Donc c'est une véritable urgence, la question de revalorisation aussi, évidemment des salaires, de la reconnaissance de ces métiers et de la formation, parce que ça conditionne évidemment les accompagnements, l'accueil de tous ces enfants, et aussi le niveau de conscience politique des travailleurs sociaux, parce que, comme on vient de le dire, c'est politique. Et quand tu disais que oui, on n'a pas les ratios, on n'a pas les taux d'encadrement, alors que dans le milieu ordinaire, comme on dit, ils existent, c'est aussi lié à ce qu'on disait au début, à la perception culturelle de ce qu'est la protection de l'enfance. On se sent souvent peu concerné, évidemment, par la protection de l'enfance, parce que ça concerne, dans l'imaginaire collectif, les classes les plus populaires, ce qu'on disait, les cassos, c'est comme ça qu'on l'entend. Alors qu'à l'image des violences faites aux femmes, s'il y a quelque chose qui est partagé dans la société, dans toutes les classes sociales et dans toutes les cultures, c'est les violences aussi faites aux enfants. Et on a un vrai travail culturel à faire pour vraiment déconstruire cette vision, de dire que on n'est pas concerné. C'est faux, on est concerné au premier lieu parce que les enfants qui sont en danger, victimes de violences, de maltraitance physique ou psychologique, d'inceste, on peut en croiser tous les jours, ça concerne tout le monde. Et c'est une politique publique qui est nationale, qui doit toutes nous concerner. Bon, vous l'avez compris, on pourrait tenir encore comme ça pendant plusieurs heures, mais on va essayer de vous laisser la parole pour pouvoir échanger, répondre à vos questions. Pour en prendre le maximum, je vous invite à formuler des questions assez courtes pour que chacun et chacune puisse pouvoir s'exprimer. Océane va vous faire passer un micro et on va en prendre plusieurs avant qu'on réponde. Bonjour, donc moi je suis psychologue clinicienne, je travaille depuis plus de 20 ans dans l'enfance, alors très peu en protection de l'enfance, mais principalement dans le médico-social et en psychiatrie. Il y a 20 ans de ça, je rencontrais dans Lien Social un texte de Jean Carty, donc un éducateur qui a beaucoup écrit, et qui disait « Je m'en vais par peur de tomber dans un excès de pessimisme ». Donc c'était il y a 20 ans. Moi j'arrivais, j'ai dit « Bon, tentez de prendre le relais comme on peut ». Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on sait plus ce que c'est qu'un enfant dans notre société. Et c'est pas qu'une question d'instance de protection de l'enfant, c'est qu'on sait plus ce que c'est qu'un enfant. Un enfant, c'est un être qui est en train d'apprendre à être un adulte. Et c'est parce qu'il est dans cet en train d'apprendre qu'il est vulnérable et qu'il va croire tout ce qu'on lui dit. Et que c'est pour ça qu'il va être attaché à son papa qui est violent, qu'il va être attaché à son éducateur qui est violent, donc il faut déjà se redire ce que c'est qu'un enfant avant de parler de quoi que ce soit d'autre, quoi. Je viens de passer une expérience assez terrible en protection de l'enfance. Je suis arrivée, je suis partie de 6 mois. Et tout ce qu'on dit là, c'est vrai, la question des politiques publiques. Mais il y a aussi la question de qui travaille là-dedans, au plus près des directions d'établissement, au plus près. Alors oui, il y a des problèmes de formation qui sont majeurs, il y a des problèmes de qualification qui sont majeurs, mais si on a affaire à des gens qui n'ont même pas envie d'apprendre parce qu'ils savent tout le monde, je veux dire, donc c'est aussi ça, moi c'est là-dessus que j'ai buté, et j'aimerais bien savoir si on peut parler un peu de ça,
C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on a affaire à des gens qui ne réfléchissent pas à ce que c'est qu'un enfant quand ils travaillent avec des enfants. Bonjour, alors moi je suis professeure, j'ai envie de dire que j'interviens un petit peu en amont de vous. J'ai été face à quelques situations de violence. Je voulais juste témoigner d'un cas, la petite Marina dans la Sarthe. Le médecin scolaire, c'était celui de notre établissement. Elle avait le tiers du département de la Sarthe, on la voyait 2 heures par mois. Donc je vous laisse imaginer le suivi qu'elle pouvait assurer. Le problème, la question que je voulais poser, vous parlez du moment où la justice est intervenue. La petite Marina, les enseignants ont signalé à chaque fois, la famille a déménagé, il a fallu à chaque fois tout recommencer à zéro et que la justice recommence. Ça n'est jamais arrivé jusqu'au niveau de la justice. Il y a ce cas précis que toute la France connaît, mais je l'ai rencontré plus d'une fois au cours de ma carrière. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé ce temps d'échange, parce que c'est vrai que si on a un beau programme, je trouve que c'est pas un sujet qu'on porte suffisamment, même au sein de LFI. Donc voilà, merci. Donc moi, je voudrais faire le lien avec les droits de l'enfant et la protection de l'enfance et le monde de l'éducation nationale, parce que moi, je suis CPE, et en fait, j'ai quitté mon monde de bisounours quand j'ai commencé à exercer dans les établissements scolaires et à découvrir vraiment la nécessité de travailler sur la protection de l'enfance. C'est vrai que je pense que même là, ça fait 7 ans, je connais peut-être 10 à 20% de ce qui se passe vraiment sur ces sujets-là. Et je suis toujours assez circonspect de voir voilà, les manques qu'il y a. Ma collègue parlait des médecins scolaires, mais on voit aussi pour les assistantes sociales de l'éducation nationale, c'est catastrophique. Elles ont une pour gérer à peu près 3000 élèves. Quoi. On parlait aussi des signalements. Les signalements, on signale. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et au final, quand on veut relancer, quand on veut avoir des informations, on nous dit que vous avez signalé, vous avez fait votre travail. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le cas et exactement ça notre travail. Et je voulais juste nous poser une question. On a parlé des familles d'accueil. En effet, il y a le côté salaire. Moi, je rencontre de plus en plus de familles d'accueil qui en ont marre, qui veulent jeter l'éponge, pas uniquement pour des questions de rémunération, mais parce qu'en fait, elles ont l'impression qu'on les dépossède de tout, mais par contre, on les oblige et qu'on leur demande de plus en plus de choses qui ne font pas sens en plus pour elles. Et ça, j'aimerais bien, enfin, si c'est possible, de développer un peu ça et de savoir un peu d'où ça vient. Est-ce que c'est que dans certains départements? Est-ce que c'est une politique plutôt nationale? Voilà. Et sur la question des mineurs isolés qu'on n'a pas traité, juste une anecdote, donc on en a quand même beaucoup dans les lycées français, et à un moment donné on m'a dit le mineur isolé, il a un seul droit, c'est d'être scolarisé. Oui, bonjour, et merci beaucoup pour cette conférence, c'est tellement important que... Merci beaucoup. Moi, j'avais une demande sur une association de marrainage, qui est sérieuse, donc si vous en avez des noms. Et l'autre, c'est, par exemple, moi j'ai fait un signalement à la crèche de ma fille, d'une petite fille que je trouvais maltraitée par sa maman et sa mamie. Et la directrice de la crèche m'a dit je vais regarder et j'ai jamais de nouvelles. Bon, voilà, et qu'est-ce que moi je peux faire de plus? Et c'est surtout, c'est quoi le niveau de la maltraitance? Moi je trouvais qu'elle la maltraitait, elle lui parlait mal, apparemment elle l'a tapée, parce que d'autres mamans me l'ont dit. Enfin, je ne sais pas s'il y a comme pour les violences faites aux femmes, il y a aussi un... Oui, je ne sais pas, parce que du coup des fois peut-être on se dit oh c'est de la violence, en fait, enfin je ne sais pas si... Voilà, c'est ça, merci. Je veux bien prendre la première question. Voilà, comment ça se fait qu'on a des professionnels qui ne réfléchissent pas? Moi, je pense qu'ils réfléchissent, mais selon des standards qui ne sont pas ceux qui devraient être la détection des maltraitances. En fait, on va se dire, mais bah oui, un enfant est attaché à son parent. Oui, en fait, un enfant victime d'inceste peut aimer son père et peut y être très attaché et peut l'exprimer. Et donc, en fait, ce n'est pas un critère pertinent pour juger d'une situation. Et ça, on le voit dans les cas d'infanticide comme dans les cas d'inceste, c'est-à-dire que la situation va être appréhendée sous le prisme de la posture adoptée par le parent. C'est-à-dire, il a l'air bien, son père, il s'occupe, il est présent aux côtés de son enfant, il lui change les couches. Ça n'a strictement rien à voir, pardon.
il peut lui changer ses couches et le violer le soir. Il peut lui changer ses couches, ses couches et le jeter dans l'escalier. En fait, ça n'est pas un critère pertinent. Et donc, ça, c'est une idéologie de la famille contre laquelle beaucoup de professionnels se battent, qu'on a appelé le familialisme, qui a toute une généalogie qui a été, pour le coup, étudiée. Et donc, ça, c'est je pense, effectivement, un des principaux obstacles, c'est de faire changer de culture professionnelle à certains éducateurs, qui ne sont pas, peut-être pas représentatifs de l'ensemble, mais encore une fois, c'est très difficile de l'évaluer. Je pense aussi qu'ils ne sont pas suffisamment, parce que je suis aussi éducateur spécialisé, mais outillés sur l'aspect déontologique. Genre on a cette spécificité d'être une profession en contact direct des personnes les plus vulnérables ou des vulnérables, mais nous n'avons même pas de code de déontologie. Nous pouvons être licenciés de nos emplois, mais nous ne pouvons pas être interdits d'exercer aussi. Donc il y a aussi des garde-fous à créer à ce niveau-là, et je pense que ça commence par la formation. Moi, durant mes 3 années de formation, on ne m'a pas parlé de déontologie, pas une seule fois. Donc je pense que c'est en lien avec l'observation que vous faisiez, et ça nécessiterait d'être approfondi. Après, les formations dans le travail social sont extrêmement disparates. D'une école à une autre, on ne va pas avoir la même philosophie et la même approche de formation. Moi, pendant mes 3 années dans un centre de formation à Paris, j'ai fait de la psychanalyse du matin au soir, pour dire très clairement, tandis que dans d'autres centres de formation, c'était des approches différentes. Voilà. Donc il va falloir peut-être aussi à un moment donné que le gouvernement uniformise un peu le socle commun sur ces formations-là. Pas que. Mais c'est sur la formation, je pense qu'il y a un véritable enjeu, en tout cas de mettre du pluralisme aussi. En fait, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi j'ai une formation, pareil, c'est avec un différent, mais on m'a créé une boîte à outils. Et ce qu'on est en train de faire aussi dans les écoles de formation, mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup de secteurs de la société, très libérale, c'est aussi de normer, de protocoliser, et en fait d'empêcher la pensée. Enfin, moi, j'ai vraiment vu une évolution, quand je regarde aujourd'hui à quel point ceux qui sont diplômés se retrouvent en difficulté en fait, dans le terrain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était meilleurs, hein, je suis pas en train de dire ça, et puis je ne suis pas vieille éduque, et c'est encore différent, mais il y a une évolution, en tout cas, je trouve, qui est assez rapide, parce que ça a été longtemps des fiefs qui ont tenu un peu de résistance, avec très organisé aussi, les travails d'éduc, enfin voilà, il y a quelque chose de très militant, et ça, c'est en train de disparaître. Et moi, souvent, en sortant de formation, je me suis dit, bon, je suis un bon agent du contrôle social, en fait. C'est un peu aussi ça qu'on m'a appris. C'est aussi très normé, quoi. Enfin, voilà, mettre les gens dans les cases. Enfin, voilà. Et c'est dommage parce que notre travail est normalement tout le contraire. Donc, il y a un enjeu. Et sur le fait de ne pas réfléchir, c'est qu'on a aussi, et c'est là où la formation est très, très grave, ce problème de formation, c'est que moins on réfléchit, moins on va être en capacité d'être dans une posture au plus près des besoins. Notre boulot, c'est aussi de partir des besoins de l'enfant. C'est ça qu'on va garantir. Et souvent, quand on est mal formé, c'est ce que tu disais, c'est qu'on va analyser les choses. On n'est pas psy, hein, c'est pas notre travail, mais par exemple, c'est pas une question d'amour. La relation entre la protection de l'enfance, c'est pas une question d'amour. On peut aimer son enfant et pourtant le maltraiter. Enfin, je veux dire, et on est souvent là-dedans, et c'est très dysfonctionnant si on prend les questions comme ça. Sur autre chose. Sur les familles d'accueil, moi je crois que ce que tu disais, la question évidemment elles sont évidemment importantes, et moi je vois peu de départements prendre en conscience de l'enjeu de ce que tu disais du départ à la retraite des familles d'accueil, mais de la souffrance aussi des familles d'accueil, qui effectivement se retrouvent dans des missions de perte de sens, mais comme n'importe quel travailleur en fait dans ce secteur-là, qui se retrouvent aussi en manque de soutien, d'accompagnement et des fois de répit aussi, c'est d'avoir aussi, on confie des enfants dans des familles d'accueil, et puis il y a des départements où il n'y a même pas des professionnels qui accompagnent ces familles d'accueil, et pourtant on est avec des enfants qui ont des besoins évidemment de plus en plus complexes, et moi les familles d'accueil que je croisais souvent abandonnent parce que c'est des échecs, et humainement c'est très violent à vivre quand on se retrouve seul, alors qu'on sait, comme tu disais, c'est que le collectif ne peut pas être, c'est l'urgence, c'est l'accueil en urgence dans un centre de l'enfance, en collectif, parce qu'il y a une OPP, parce qu'il faut protéger, mais le parcours de l'enfant, il doit se faire dans des lieux singuliers, avec des personnes de référentes et fixes, et c'est tout l'enjeu parce que dans les textes, c'est écrit. Bon, dans la
pratique, on est vraiment dans quelque chose qui est très différent. Et enfin, sur qu'est-ce que la violence, c'est une vraie question, et c'est vrai que, alors, on est tous la question éducative de la parentalité est aussi très singulière. C'est très culturel, chacun a ses repères, et c'est pour ça qu'on entend des choses, tout le monde a son conseil pour être un bon parent. En tout cas, il y a des choses qui sont interdites par la loi, ce qui doit être d'ailleurs notre socle. Du moment que quelque chose est interdit dans la loi, si on le voit, on doit s'en saisir et porter la connaissance de quelqu'un, ça c'est signalé, c'est effectif. Et il y a des choses qui sont plus difficiles à détecter, mais c'est du côté de l'enfant. Nous, notre travail, par exemple, c'est du côté de l'enfant, c'est regarder comment l'enfant va et ce qu'il nous montre. Et un enfant parle toujours, même un bébé parle avec son corps, dans ce qu'il exprime. En tout cas, donc c'est ça aussi qui est le curseur. Mais c'est pour ça que dans le doute, on alerte. Voilà. Je pense que c'est le réflexe à avoir, c'est dans le doute, on alerte. Et les professionnels doivent ensuite évaluer, mener des enquêtes pour savoir ce qu'il en est. Mais il faut alerter. Je ne sais pas ensuite s'il y avait d'autres questions qu'elle n'a pas répondu, vas-y. Moi, je veux bien répondre également sur l'errance judiciaire que vous avez pu observer dans l'affaire Marina. Elle existe toujours. Alors, théoriquement moins, mais on a pu l'observer dans le cas d'un autre enfant mort dans la Sarthe, le petit Anas, auquel j'ai consacré un article à la suite du rapport de l'IGAS sur sa mort, qui était vraiment emblématique, puisqu'on voyait les mêmes problèmes avoir les mêmes conséquences. Et donc, cette errance judiciaire, il faut bien comprendre que c'est un dysfonctionnement, mais ça n'explique pas l'ensemble d'un dossier. Quand on vous dit que là, il y a eu un mort, il y a eu un viol d'un enfant, on aurait dû le voir, etc., il y a eu un dysfonctionnement dans ce service, c'est faux. En règle générale, quand vous avez un dysfonctionnement, c'est que tout a dysfonctionné, toute la chaîne d'intervention. Parce que normalement, la chaîne d'intervention, elle est faite, elle doit faire en sorte que si il y en a un qui déconne, pour parler vulgairement, celui d'après, il reprend le dossier depuis le début, il dit mais attends, non, là, c'est la situation, on est dans un cas d'urgence absolue. Or, ça n'arrive pas. Et c'est bien le problème, c'est que toute la chaîne d'intervention dysfonctionne. Et donc, ça, malheureusement, en fait, tant qu'on n'aura pas vraiment pris à bras-le-corps cette question-là, au-delà de l'errance judiciaire qui complexifie encore cette affaire, parce que vous allez avoir un cas qui va aller devant un autre tribunal pour enfants, à d'autres services, etc. Et donc, il faut gérer cette communication entre services. Et au-delà même de cela, quand vous êtes sur un seul territoire, vous vous rendez compte que, justement, vous avez signalé, mais sauf que rien n'a été fait. Juste pour compléter sur l'affaire Marina, une affaire emblématique en protection de l'enfance, le gouvernement, Laurence Rossignol, qui était ministre de l'Enfance sous François Hollande, a fait voter la loi du 14 mars 2016 qui prévoit qu'en cas de signalement, si un parent est amené à changer de département, le département qui était à l'origine du signalement peut faire appel à la Caisse nationale d'allocation familiale pour retrouver le parent. C'est-à-dire qu'un parent qui changerait de département après un signalement qui aurait été effectué à la cellule de recueil d'informations préoccupantes peut être retrouvé assez facilement. Et ça a été permis grâce à la loi de 2016. Sur les familles d'accueil, souvent, en effet, ce qu'elles disent, c'est qu'elles ne se sentent pas considérées. Moi, je pense que c'est lié à une discrimination de classe, parce que c'est essentiellement des femmes qui sont issues de quartiers très populaires, qui font ce métier, et qui, dans les équipes, auprès des travailleurs sociaux ou des directions, se voient constamment remettre en cause l'expertise qu'elles peuvent avoir de la situation de l'enfant qu'elles font pourtant chez elles au quotidien. Moi, par exemple, j'ai été placé pendant 18 ans, j'ai fait des familles d'accueil, j'ai aussi fait des foyers, mais à chaque fois que je devais passer devant le juge des enfants pour renouveler mon placement, ma famille d'accueil avait interdiction de rentrer dans le bureau du juge. Elle n'était même pas amenée à s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle faisait part de ses observations à l'éducatrice de l'aide sociale enfance, qui, elle, produisait un rapport à destination du juge, mais ces observations n'étaient pas toujours systématiquement prises en compte. Et moi, je pense que c'est vraiment lié à la classe sociale, très honnêtement. J'en suis arrivé à ce constat-là, après c'est peut-être aussi un petit peu plus compliqué, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est ce qu'elles nous font remonter. Sur les associations de parrainage, il y a deux associations que je recommande, Parrain par 1000 et France Parrainage. C'est deux associations qui accompagnent les parrains, les marraines, avec plein de dispositifs, avec des psychologues aussi pour répondre à vos questions, vous accompagner dans l'accompagnement que vous allez être amené à effectuer auprès de l'enfant. C'est vraiment deux très bonnes associations.
Sur l'éducation nationale, je voulais juste dire quelque chose, parce que je n'ai pas parlé de la scolarité des enfants placés, parce que je trouvais que le tableau était déjà assez dramatique. Mais c'est vrai que malheureusement, quand tu dis qu'on est surreprésenté dans tout ce qui ne fonctionne pas dans la société, on l'est aussi à l'issue de notre parcours scolaire, puisque 70% des enfants placés sortent de l'aide sociale en France sans aucun diplôme, sans même le BEP, sans même le brevet des collèges. On a 4 fois plus de risques de décrochage scolaire que les autres et 3 fois plus de risques de déscolarisation que les autres enfants en population générale. Seuls 13% des enfants placés accèdent à un bac quel qu'il soit, contre 51% des jeunes du même âge un bac quel qu'il soit. Donc il y a de vraies inégalités dans l'accès à la scolarité, dans la réussite scolaire également. Ça s'explique plein de raisons, premièrement par l'instabilité des parcours. Beaucoup d'enfants placés restent très peu de temps au même endroit et sont amenés à changer de lieu de placement très très fréquemment. Moi j'ai fait, je pourrais faire 5 familles d'accueil, 4 foyers, 6 familles d'accueil, 4 foyers en 18 ans. Donc forcément changer de structure, changer de famille, c'est changer d'école constamment. Et ça malheureusement c'est ce qui produit essentiellement le décrochage et la déscolarisation. C'est vrai que les professeurs ont un rôle important à jouer, malheureusement, ils n'ont pas forcément prise sur tout ce qui peut se passer dans la vie d'un enfant placé, mais une attention toute particulière à leur égard, évidemment, est appréciée, sans les stigmatiser. Parce que souvent, beaucoup d'enfants placés font part de ce sentiment de stigmatisation dans l'univers scolaire, au moment de remplir les cahiers de liaison, quand il faut remplir la profession du parent, ben, qu'est-ce qu'on dit ? Papa est en prison et puis maman à l'hôpital, c'est toujours très compliqué. Donc moi j'avais trouvé la parade, d'ailleurs je m'étais que c'était le président, à l'époque c'était Chirac. Donc je mettais papa Chirac et maman Bernadette. Mais il y a plein de petites choses comme celle-ci qui peuvent être problématiques, comme pour les classes vertes, obtenir une autorisation pour des sorties. Pour un enfant qui vit chez sa famille biologique, en 24 heures c'est réglé. Nous, si le parent biologique conserve son autorité parentale, et c'est majoritairement le cas dans le cadre de déplacement d'enfants, c'est à la prochaine visite médiatisée qui a lieu le mois suivant. Donc ça nous fait perdre aussi plein d'espaces de socialisation qui peuvent exister en dehors du temps scolaire. Et ça, c'est très triste pour nous. On avait demandé à ce que ce soit facilité, notamment pour permettre aux familles d'accueil de pouvoir signer quand c'était des choses qui relevaient de la vie scolaire, ou même des changements de coupe de cheveux d'un enfant placé à une époque, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais à une époque, alors que si une famille d'accueil voulait emmener un enfant chez le coiffeur, il fallait demander d'abord l'autorisation aux parents détenteurs de l'autorité parentale, et il fallait que cette coupe de cheveux ne modifie pas la structure du visage. Voilà, on était clairement dans des délires comme ça. Alors depuis 2016, heureusement, ça a évolué, parce que les actes usuels et les actes non usuels ont été clarifiés. La famille d'accueil, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas appliqué non plus, mais la loi a rendu obligatoire le projet pour l'enfant. C'est un document administratif et juridique qui clarifie ce qui relève de l'exercice de l'autorité parentale. Et donc tout ce qui n'a pas été listé comme relevant de l'exercice de l'autorité parentale peut être effectué par la famille d'accueil. Le problème, c'est que les DPE en France, dans 80% des départements, ils sont pas mal. Non, il y en a très peu, j'en ai très peu croisé. Bon, un exemple juste sur la question de la scolarité, moi qui m'avait sauté aux yeux, auquel j'avais pas pensé, c'est par exemple en confinement, moi je bossais en foyer, et sur le centre de l'enfance, et les ados, les écoles à la maison, et nous on se retrouve avec des foyers en sureffectif, on avait 16 places, je crois qu'on avait 21 enfants et un seul ordinateur. Et pendant le confinement, pour faire l'école à la maison avec des enfants qui sont scolarisés dans différents niveaux scolaires, dans différents établissements, donc avec autant de professeurs, et tout ça, un seul ordinateur. Et quand on faisait le lien, je me rappelle, les collègues me disaient on a le lien avec le prof et il demande si ça se passe bien, mais en fait, les enfants n'ont pas pu suivre. Il a fallu quémander aux collectivités des ordinateurs parce que c'était pas prévu. Et c'est aussi ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le milieu plus populaire où le Covid a augmenté les inégalités, mais les a augmenté aussi dans les lieux de protection de l'enfance à ce moment-là, parce que déjà être confiné en foyer, c'est un exercice tout à fait particulier, mais en plus pour suivre la scolarité sans outils, c'était une catastrophe, et personne n'avait pensé à ça évidemment, et ça a mis du temps à avoir les outils nécessaires. Je crois qu'on va libérer la salle à l'heure, même si on a commencé en retard. Moi, je vais essayer juste en 2 mots vous faire une toute petite conclusion, mais peut-être poursuivre les choses aussi en extérieur si ça vous dit, on peut se rendre disponible pour continuer à échanger. Je voulais dire que oui, quand on dit l'enfance est politique,
c'est évidemment ce qu'on pense à la France Insoumise. On a un livret thématique, une équipe du livret enfance qui fait un travail énorme et qui a fait aussi pendant la campagne, Guy s'en parlait, mais cet outil qui est assez abouti en termes de propositions politiques. Je veux dire, c'est assez inédit ce qui a été construit. C'est important que... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire entre nous et qu'il faut continuer à convaincre aussi et que c'est un sujet politique entre nous. On ne va pas se reposer sur nos lauriers, au contraire, on va continuer à travailler. Je voulais, moi, vous dire qu'au niveau parlementaire, je vais essayer de lancer... Enfin, je vais lancer, mais c'est difficile à l'Assemblée parce qu'on pourrait avoir une commission d'enquête, une mission d'information, évidemment, la Macronie ne nous les donne pas. Et en fait, on a une seule commission d'enquête par an, en droit de tirage, par groupe parlementaire. Donc je vais proposer, j'espère que mes collègues choisiront aussi les outils, enfin la protection de l'enfance, mais c'est pas dit, parce que vous savez, les sujets sont vastes aussi. Aujourd'hui, on a un combat que nous avons mené à l'Assemblée. Et pour vous dire qu'on va, avec mon équipe et plusieurs autres députés, notamment ceux de la délégation aux droits des enfants, lancer une commission d'enquête populaire, donc un véritable moyen, mais avec nos bras costauds, qui va s'appeler Allo-ASE et qui va se donner la tâche d'aller rencontrer sur le terrain les équipes de protection de l'enfance, les magistrats, les enfants, en tout cas les anciens enfants placés si on peut les rencontrer, les associations, pour faire une évaluation et proposer à l'issue de ce travail-là, on veut faire sur plusieurs mois, pour prendre le temps d'avoir vraiment un recueil de données qu'on n'arrive pas à faire par les outils institutionnels et pouvoir atterrir évidemment sur une proposition de loi. On peut en déposer plein des propositions de loi quand on est parlementaire, mais elles restent souvent dans un tiroir bien fermé dans le bureau de la présidente de l'Assemblée. Donc c'est toujours intéressant, on a notre nom, on a notre proposition de loi, mais elle ne passera jamais en séance. Donc le but, c'est aussi de faire un travail qui puisse créer une majorité autour de cette question-là. Il y a des espaces, parce qu'il y a des espaces forcément. Il y a nous, évidemment, la France Insoumise à l'UPES, mais dans les autres groupes politiques, il y a des députés qui vont se poser des questions. Après, c'est une question sur le rapport de force. Et une majorité, quand elle veut verrouiller les choses, elle le fait très bien. On voit aujourd'hui comment ça se passe. Mais je pense qu'on peut réussir à convaincre de pouvoir essayer de proposer quelque chose au niveau de la recentralisation et d'autres. Tu parlais du droit de visite parlementaire, mais il y a aussi sur les taux d'encadrement, l'avocat. Voilà. Évidemment, on a plein de pistes. Le but, c'est de réussir à ce qu'on peut aboutir et à surtout discuter en séance, parce que c'est évidemment l'objet d'une loi. Donc, en tout cas, tenez-vous au courant. Et moi, je voulais juste conclure très rapidement sur... Parce qu'en face, il y avait Médine qui discutait avec Mathilde Panot, et Médine, il a écrit une chanson qui s'appelle Enfant fort, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui résume très bien ce qu'on dit aussi, et il dit dans cette chanson que c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. Et c'est un peu aussi l'objectif qu'on va se fixer, nous, en tant que professionnels. Et pour l'instant, on insiste évidemment tout au contraire, c'est qu'on est en train de fabriquer les futurs adultes cassés de demain. Et donc, tous ensemble, moi j'ai envie justement de se mettre comme objectif et faire le lien avec la conférence de Médine, c'est construisons des enfants forts. Voilà, pour terminer.